bon viatique pour le pays? Oui, d'abord, la première chose, c'est que je pense qu'on n'a pas connu de conférence nationale, mais ce qu'on a connu en 2000, qui est l'alternance, est plus fort qu'une conférence nationale. Mais dans d'autres pays, il y a des alternances. Au Cap-Vert, il y en a tout le temps. Oui, mais ça ne pose pas de problème. la manière dont ça a été fait, je pense que ça a été quelque chose d'extrêmement fort. Je pense que ce qui s'est passé, c'est tout de suite après l'alternance, les gens ont pensé que le problème, c'était l'usurpation ou le mode d'accès au pouvoir, alors que la question essentielle, c'était une fois accédé au pouvoir, quel est le mode d'exercice du pouvoir. Donc ils n'ont pas réfléchi beaucoup sur le mode d'exercice, ni posé des balises, ni posé des principes, et que tout a dérapé. Après, les institutions sont allées dans tous les sens. Donc je pense que ça, c'est le défi majeur. Bon, maintenant, est-ce que les assises nationales peuvent servir de viatique? Je pense que les assises nationales ont eu des conclusions intéressantes. Mais on ne gouverne pas un pays avec les assises nationales. Les assises nationales ne sont pas précises dans leurs conclusions ni dans leur mode opératoire. Et ce qui a expliqué d'ailleurs l'éclatement de Benno Siggil Sénégal, parce que tout simplement, il y avait des modes opératoires sur certains principes qu'il fallait préciser, qui n'ont pas été précisés. Oui, les assises nationales peuvent servir d'inspiration. Non, elles ne peuvent pas être un manuel de procédure, mais pour gérer la République de demain. Il faut aller plus, il faut être plus précis, il faut travailler beaucoup plus sur le projet, sur le programme. D'autant que d'ailleurs, vous savez qu'une campagne électorale, les candidats n'ont pas le temps de faire de bons programmes. Tous, ils font du coupé-collé, ils essaient de présenter quelque chose de correct. C'est normal pour tout simplement y aller. Mais la pratique du gouvernement, la pratique de l'exécutif demande autre chose, demande un travail beaucoup plus précis, une organisation beaucoup plus rigoureuse. Mais tantôt, vous parliez de l'alternance en 2000, qui a permis à Abdoulaye Wade de venir au pouvoir, à faire l'alternance après 26 ans de pouvoir. Grand espoir était né de cette alternance. Après 12 ans d'exercice, il y a eu beaucoup de enchantement. Aujourd'hui, on risque d'aller vers peut-être une deuxième alternance. Mais Macky Sall ratisse large un peu, avec signe des accords un peu partout, tous azimuts. Est-ce qu'on ne risque pas de retomber dans le même travers qu'avec Abdoulaye Wade en 2000? D'abord, je crois que Macky Sall est quand même assez intelligent pour ne pas signer n'importe quoi dans tous les sens. Donc ça, c'est la première remarque que je fais. La deuxième remarque, c'est que j'espère qu'il va signer des choses. S'il doit signer, il signera des choses assez vagues qui ne vont pas le contraindre après dans sa façon de faire. Tout le monde sait qu'on ne peut pas gouverner un pays si on n'est pas encore assis et qu'on n'a pas vu ce qu'on a dans les mains. Je pense que le prochain président de la République verra ce qu'il a dans les mains, verra les accords internationaux. Vous savez, ça me fait penser à l'enthousiasme un peu avant 2000, le lendemain de l'alternance. On s'était dit, désormais, on ne va plus traiter avec les FMI, désormais, on ne va plus faire des études parce que les études gaspillent de l'argent pour faire des projets. Et puis, on s'est rendu compte que tout ça, mais que c'était presque des enfantillages. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en prenant justement ces accords, ou bien en parlant un peu partout avec les candidats qui ont perdu, pour aller vers la présidentielle le 25 mars là prochain, est-ce que Macky Sall ne risque pas de venir en faisant l'état des lieux, de ne pas pouvoir satisfaire les promesses qu'il est en train de faire au Sénégalais? Non, mais c'est clair qu'aujourd'hui, il fait des promesses, mais sur la base d'une connaissance plus ou moins approximative des conditions qu'il a trouvées. Ces engagements, je les ai lus. Pour l'essentiel, ils parlent d'une baisse du coût de la vie. C'est quelque chose qui est très faisable et qui est très facile, pas difficile à faire. Comment? Oui, mais justement, je reviendrai dessus. Ce qui me semble beaucoup plus difficile à faire, c'est l'enjeu essentiel. Parce que l'enjeu essentiel de ce pays, ce n'est pas le pouvoir d'achat, c'est l'emploi. L'enjeu essentiel de ce pays, c'est l'augmentation de la productivité qui va augmenter le niveau de vie des populations. Et sur ça, c'est un travail en profondeur dont le dispositif, le cadre conceptuel n'est même pas encore mis en place aujourd'hui, ni dans la formulation des stratégies nationales, ni dans l'organisation des pouvoirs, y compris mais du gouvernement, donc de l'exécutif. Donc il faudra retravailler sur tout ça, remettre les grands piliers, les grands blocs et avancer. Mais tout cela demande du temps, non? Tout cela demande du temps. Disons qu'aujourd'hui, moi ce que je crois très honnêtement, c'est que nous allons des législatives en perspective et le président qui sera élu, c'est que s'il fait un gouvernement très politique jusqu'aux législatives, il va avoir beaucoup de soucis. Parce que tout le monde va se mettre, au lieu de travailler, à préparer les législatives.
Et le sort du Sénégal sera enchaîné entre les mains de politiques qui vont aller dans un combat de rivalité, même s'ils se sont unis pour faire tomber principalement Wade. Donc je pense qu'il y aura peut-être un temps faible de la politique et un temps technocratique très fort avant les législatives. Et maintenant, sorti des législatives et constatant le rapport de force, il y aura peut-être un autre type de gouvernement et une autre façon de faire. C'est juste 3 mois, parce que c'est au mois de juin qu'on va mais 3 mois c'est beaucoup, mais quand les populations sont d'or et vous demandent de diminuer le pouvoir d'achat, il faudrait voir les produits sur lesquels vous allez travailler. Est-ce que vous les défiscalisez? Est-ce que vous les subventionnez? Et quelles dépenses vous allez réduire? Et rapidement, il faut le faire. Rapidement, il faut voir ce que vous trouvez sur place. Rapidement, il faudra voir si le prix du pétrole a augmenté ou pas. Rapidement, il faut voir comment se comporte la zone euro, s'il y a une croissance, s'il y a une récession. Tout ça, ce sont des phénomènes extrêmement importants pour prendre les mesures. Mais ces mesures-là, il faudra les prendre. Il faudra aussi regarder ce qu'on a trouvé sur place. Et regarder aussi très rapidement pendant ces 6 mois, faire ce que j'appelle de la planification stratégique pour dire à peu près, voilà les grands axes, voilà la programmation sur l'emploi, les statistiques seront mises en place en 6 mois, les autres 6 mois, mais c'est l'arsenal de lutte contre le chômage, et qu'après les 5 dernières années, il y aura telle et telle chose. Il faudra se prononcer, mais à partir d'une vaste concertation politique sur les grandes infrastructures et les investissements qui doivent structurer notre pays, si on veut aussi faire de la participation politique et accompagner cette révolution citoyenne. Et tout cela, à mon avis, demande des hommes qui sont disponibles, qui ne vont pas faire la politique et qui n'ont pas le temps d'en faire. Et tout cela, pour moi, m'amène à penser que, comme dans toute chose, il y aura plusieurs vies, plusieurs temps, plusieurs rythmes, plusieurs équipes, et tout cela, il appartiendra. Tout cela, c'est dans la perspective où Abdoulaye Wade ne serait pas là. Et si Abdoulaye Wade est réélu aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire? Si Abdoulaye Wade est réélu, mais je suppose qu'il est assez intelligent et il l'a montré suffisamment, mais pour pouvoir lui aussi regarder les législatives, il ne sait pas s'il va rentrer en zone de cohabitation. Mais contrairement à Macky Sall, lui, il pourrait avoir des problèmes de stabilité politique parce que tout simplement, vous ne pouvez pas avoir un deuxième tour où vous partez seul, vous avez 13 candidats contre vous, après gagner et penser que vous aurez un pays qui sera politiquement stable. Donc la gestion quotidienne de l'instabilité politique, moi, je l'envisage et on n'a pas besoin d'être génie, ni prix Nobel d'économie ou de sciences politiques, mais pour se rendre compte que c'est un problème qui va se poser pour lui et que la conjoncture risque d'être beaucoup plus difficile pour lui que pour Macky Sall si Macky Sall est... Dans votre livre, Ibrahima Sall, vous avez parlé un peu de fonds secrets, les fonds politiques. Oui. On a vu qu'au Sénégal, c'était une question fondamentale où tout était considéré comme étant des fonds secrets, des fonds politiques dans la gestion de cet argent. Quelles réformes faut-il apporter justement pour éviter que les gouvernants et les présidents qui viennent prennent l'argent du Sénégal pour en faire, pour l'utiliser à leur guise? Bon, alors la première chose, c'est qu'il faut, sur les fonds secrets, mais quelque chose de très simple d'abord, c'est soumettre l'utilisation des fonds de secret au contrôle de la Cour des comptes. Aujourd'hui, la Cour des comptes rentre à l'Élysée, il n'y a pas de raison qu'elle ne rentre pas au palais de la présidence de la République. Donc il faut donner à la Cour des comptes les moyens de contrôler les fonds dits politiques ou secrets. La deuxième chose de façon générale, mais cela appelle à une réflexion beaucoup plus profonde, parce que nous avons vu les problèmes que les fonds secrets ont posés entre notamment 2 candidats lors de ces élections-là, et en d'autres temps, mais certainement. Et c'est là où il faut redéfinir la notion de secret et comprendre que le secret, c'est pas parce que des fonds sont secrets que vous pouvez en faire n'importe quoi. Le secret dit tout simplement que la chose qui est labellisée secret doit faire l'objet d'un traitement particulier en termes de consultation, de contrôle et de traitement. C'est tout ce que cela veut dire. Mais secret ne veut pas dire caché. Donc qu'on ne cache pas des choses qui auraient dû être transparentes, alors qu'on leur demande tout simplement de revêtir le sceau secret. Et ça touche presque à tout. Ça touche le débat qu'on a eu sur les marchés publics et qu'en dernière instance, il faut montrer que, est secret, et ce qui requiert un traitement administratif particulier pour être consulté et vérifié. Deuxièmement, ne pas confondre le secret et le caché. Et que ce n'est pas parce qu'une autorité politique veut cacher quelque chose qui lui donne le sceau de secret et qu'il le scelle, et que tout cela participe à une société de transparence
parce qu'il ne doit y avoir aucun domaine dans la vie politique, économique et sociale, les questions de défense, les questions de sécurité et les questions politiques, où le secret est opposable à tout le monde. Ce n'est pas possible. Il faut, en revanche, limiter l'accès au secret à certaines professions, à certaines individualités, à certaines institutions qui ont la qualité de vérifier. Mais la transparence est nécessaire et la façon dont les fonds secrets sont traités jusqu'ici est une façon, à mon avis, qui ne doit plus l'être. Donc il faut une réforme de la gestion des fonds secrets au Sénégal. Il faut une réforme de la gestion du fonds secret. Il faudrait d'ailleurs une réforme précédée d'une réflexion. Il faut mettre en place une commission, mais sur la notion de secret dans l'administration, dans l'État, de façon générale. Parce que c'est un problème important. Oui, et là, Ibrahima Sall, vous avez quand même été membre d'un gouvernement dirigé par des socialistes. Aujourd'hui, le Parti socialiste, avec les dernières élections, on a vu qu'ils ont beaucoup perdu. Quel regard jetez-vous sur la gestion de ce parti aujourd'hui? Alors, le regard que je jette sur le Parti socialiste, je regarde, je me dis, le Parti socialiste, s'ils étaient avec Benno, peut-être que le sort de Macky, du Sénégal, du président actuel, peut-être aurait changé. Mais c'est tout ce que je peux faire. Mais je n'avais pas une activité particulière, ni la carte du Parti socialiste. Bien entendu, j'ai de solides amitiés au Parti socialiste, comme j'en ai d'ailleurs dans d'autres partis. Mais tout simplement, c'est ce que je peux dire. Rajouter peut-être que... Mais j'avais trouvé leur slogan très marrant parce que j'ai vu la République des valeurs. Et comme moi c'était la République, je sais que j'ai terminé par les valeurs de la République, mais ça me faisait sourire un peu. Mais ceci étant, ils l'ont géré comme ils l'ont voulu, parce qu'apparemment il y avait une vie assez démocratique à l'intérieur du parti. Aujourd'hui, ils ont eu les résultats qu'ils ont eus, et c'est à chacun d'entre eux d'en tirer les conséquences. Mais il n'y a pas que les Parti socialiste, vous êtes aussi observateur de la scène politique sénégalaise. Il y a aussi Idrissa Seck qui a chuté avec cette élection de 2012. Oui. Comment expliquez-vous celui qui était deuxième en 2007 devient aujourd'hui pratiquement cinquième? Je pense que les grands perdants de cette élection, c'est d'abord le candidat Idrissa Seck et ensuite Ousmane Tanor Dieng du Parti socialiste. Pourquoi? Pour Idrissa Seck, je pense que son indécision et ses changements de ton et de rythme ont été pour beaucoup dans la sanction des électeurs. Je pense que en politique, il faut de la constance et il a manqué parfois. Je sais aussi qu'il a changé dans les derniers moments, mais peut-être c'était trop tard et que peut-être si là à reconquérir l'espace qu'il occupait jadis, ou plus d'espace pour devenir un futur président de la République, si j'avais un conseil à lui donner, avec tout le respect que je lui dois, c'est de s'inscrire dans la constance et que les gens puissent au moins avoir de la lisibilité sur ses actions et sur ses messages. Quant au Parti socialiste, je pense que, si vous voulez que je vous donne une opinion personnelle, j'aurais été à la place de Ousmane Tanor Dieng, j'aurais proposé à Moustapha Niasse de diriger. Et je lui aurais dit, en revanche, vous me redonnez l'AFP et que je fasse une OPA sur l'AFP. Mais ça lui aurait permis de regrouper un grand parti, un immense parti, le vieux Parti socialiste. Et comme le régime allait être plus ou moins parlementarisé si Benno était au pouvoir, il allait être incontournablement pendant 15 ans l'homme le plus important, sinon l'un des hommes les plus importants. Justement, dans votre livre, vous parlez de la question de la confiance. Est-ce que c'est pas ce problème qui s'est posé justement entre les deux leaders, la confiance entre Tanor et Moustapha Niasse qui a fait que ce Benno-là n'a pas pu avoir lieu? C'est au moins la confiance, mais sinon la rivalité, ce qui est deux choses différentes. Vous êtes plus aux rivaux que chacun n'avait pas confiance en l'autre. La confiance est un phénomène quand même important dans la gestion de la cité. La confiance est un phénomène psychologique, c'est quand il y a asymétrie d'information, quand je ne sais pas que tu sais et que tu ne sais pas que je sais, les phénomènes de confiance jouent là parce que l'information n'est pas révélée. Mais je pense aussi qu'ils avaient assez joué, au sens de la théorie des jeux, ils avaient assez joué dans le temps pour que chacun vis-à-vis de l'autre développe un modèle de réputation. Et je pense qu'il est clair qu'il y avait des trajectoires, mais plus ou moins rivales, mais qui se sont écrites petit à petit et qui ont rendu impossible cette alliance-là, ce qui a été malheureux pour les deux candidats et pour tous ceux qui avaient cru au mouvement Benno et aux assises nationales. Aujourd'hui, s'il y a alternance, le 25 mars prochain, s'il y a alternance, est-ce que vous pensez qu'il y a
une nouvelle recomposition de la classe politique sénégalaise et de nouvelles ouvertures. Mais les nouvelles ouvertures, elles ne le seront pas du fait mais de l'alternance présidentielle. Elles seront déterminées par les législatives. Donc c'est les législatives qui sont encore beaucoup plus importantes pour la recomposition politique que l'élection présidentielle. Parce que l'élection présidentielle va être tout simplement un référendum. Comme je l'ai dit ce matin à quelqu'un, on ne vote jamais pour quelqu'un. C'est tellement vrai que les populations ne s'occupent pas un peu trop du programme des candidats. Mais en revanche, on vote contre quelqu'un. Donc la question qui sera posée au Sénégal sera simple. Voulez-vous continuer avec Abdoulaye Wade ou non? S'ils veulent continuer à avoir les mêmes politiques, les mêmes choses, les mêmes pratiques, ils vont dire oui. S'ils veulent avoir une nouvelle république, une nouvelle façon de faire, de nouvelles équipes, ils vont dire non. Donc ça se pose de façon aussi simple. Mais la véritable recomposition politique, elle va être déterminée par les résultats que les uns et les autres auront aux législatives. Et que si jamais, par hasard, Macky Sall avait été élu, s'il est président sans l'APR, il aura besoin d'une coalition à l'Assemblée nationale pour gouverner. Et c'est peut-être là que vont se dessiner les tendances, les phases, la configuration d'une nouvelle recomposition. Mais tout cela dépendra des personnes qui vont occuper les postes à l'Assemblée nationale. Parce que la qualité aussi des députés est assez importante dans un pays. Oui, la qualité des députés est très importante. Mais aujourd'hui, moi, ce que je demande dans mon ouvrage Demain la République pour demander que les partis politiques amènent à l'Assemblée les meilleurs d'entre eux, je pense que c'est un peu trop prématuré. Ça ne va pas tarder, mais ce n'est pas encore le moment. Il faut attendre que toute une classe politique aille à la retraite. Il faut attendre que toute une façon de faire soit épurée pour que nous ayons des modes de désignation plus rationnels pour représenter le peuple. Et donc, pour moi, ce qui va se passer, c'est que c'est les rapports de force, donc la carte des électeurs, qui vont déterminer qui sera où, qui occupera quel poste. Mais je ne pense pas que les postes puissent se donner comme on les a donnés en 2000 avec un président qui est venu avec une majorité écrasante. Mais ce n'est pas le cas de Macky. Macky aujourd'hui a moins de 30%. Il va faire avec de la coalition. Ils vont aller aux législatives. Personne ne saura qui aura quoi. Mais c'est vrai que s'il est élu président de la République, par le seul fait que le Sénégalais penseront qu'il va gagner, parce qu'en général, mais les Sénégalais votent pour celui qu'ils pensent qu'ils vont gagner. Qu'il va gagner. Il va gagner, oui. Donc, probablement, je pense que s'il est élu, l'APR aura une force assez considérable à l'Assemblée, mais elle ne sera pas suffisante pour gouverner. Donc, il aura besoin d'une coalition politique à l'Assemblée pour gouverner. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un personnel de qualité à l'Assemblée nationale avec les mouvements qu'on a vus, des mouvements sociaux citoyens, Fekeme Bolé et d'autres mouvements qui sont là, qui peut-être préparent législative? Mais à mon avis, les Fekeme Bolé et tout ça, c'est vrai qu'ils peuvent participer à la donne, mais à condition qu'ils soient élus. Donc, encore une fois, c'est les électeurs et les Sénégalais qui vont voter. Et en fonction de leur vote, on saura qui sera à l'Assemblée. Mais sur la qualité des hommes proprement dite, moi je crois que le gouvernement sera de très bonne qualité, parce que ça c'est simple, ça dépend de la volonté d'un président de la République. Si le président de la République décide d'avoir un gouvernement technocratique aux meilleures normes mondiales, où son ministre de l'économie, son ministre de la justice, des affaires étrangères sont de même qualité que ceux de la France, tout le monde va applaudir, y compris le M23, même si le mouvement n'est pas politique. Donc aujourd'hui, il y a un désir de changement, il y a un désir de compétence, il y a un désir de mérite et de talent, tel qu'aujourd'hui, le président de la République a une large latitude en matière de composition de gouvernement s'il veut instaurer une technocratie compétente et irréprochable. En revanche, sur le terrain politique, je pense que c'est des choses qui vont se faire au Sénat, à l'Assemblée nationale, et là, bien entendu, il y aura beaucoup de combinaisons. Elhadji Ibrahima Sall, merci infiniment. Je rappelle que nous étions avec Elhadji Ibrahima Sall, qui est ancien ministre de la République du Sénégal, président de l'Université Polytechnique de l'Ouest africain, auteur du livre Demain la République, que nous étions avec lui pour décortiquer son ouvrage et parler des perspectives qui s'offrent à la République du Sénégal. Merci à toute l'équipe technique de la TFM qui était avec nous ce soir pour cette émission. Au revoir.